Vivant selon leur propre calendrier, portant toujours un chapeau et livrant des lettres à Dieu chaque jour, le peuple juif en Israël suscite une curiosité infinie dans le monde extérieur. Entre des réglementations surprenantes et des habitudes particulières, Israël est le pays où vivent certaines des personnes les plus brillantes au monde. Mais à quoi ressemble leur quotidien? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 15 règles et particularités étonnantes qui n'existent qu'en Israël. Plongeons dans un univers de traditions uniques et de règles insolites propres à ce pays fascinant. Numéro 15, les étudiants rêvent avant tout d'intégrer l'armée. Alors que les étudiants du monde entier travaillent dur pour intégrer Harvard, Princeton ou Yale parmi les meilleures universités au monde, les jeunes de 17 ans en Israël se préparent activement pour rejoindre les unités d'élite de l'armée israélienne. Ils aspirent à intégrer les formations de pilotes, les forces spéciales de la marine appelées Seyaro, les parachutistes, les brigades d'infanterie, l'unité d'intelligence 8200 ou encore MANRAM, l'unité informatique la plus prestigieuse des forces de défense israéliennes. Cela peut sembler surprenant, mais ce n'est qu'une facette d'un pays souvent qualifié de phénomène ou de miracle. Et ce n'est pas tout, le système d'enseignement supérieur israélien est également impressionnant. Actuellement, Israël compte 8 universités et 27 établissements d'enseignement supérieur. 4 d'entre elles figurent parmi les 150 meilleures universités au monde, et 7 font partie des 100 meilleures de la région Asie-Pacifique, aucune n'est une antenne d'une université étrangère. Israël détient également un record mondial avec le plus grand nombre d'ingénieurs et de scientifiques par habitant, ainsi que le plus grand nombre de publications scientifiques par habitant avec 109 articles publiés pour 10 000 habitants. Cependant, l'université n'est pas toujours la priorité des jeunes diplômés israéliens. En Israël, le parcours militaire d'une personne peut parfois être plus valorisé que son niveau académique. Lors d'un entretien d'embauche, il est fréquent d'entendre la question: dans quelle unité avez-vous servi? Cette différence est encore plus marquée lorsque l'on compare les recrutements militaires. Contrairement à de nombreux pays où les armées doivent se contenter de volontaires, les forces de défense israéliennes sélectionnent les meilleurs profils. Même aux États-Unis, avec des académies militaires prestigieuses comme West Point, les recruteurs espèrent attirer les meilleurs candidats, mais ils ne disposent pas du même système de sélection rigoureux qu'Israël, qui identifie les élèves les plus brillants pour les inviter à intégrer ces unités d'élite. Numéro 14, le seul pays juif au monde. Savez-vous que le peuple juif est reconnu comme l'un des plus érudits au monde? Israël est le seul pays où les Juifs constituent la majorité de la population. L'État moderne d'Israël a été fondé en tant qu'État juif et a défini son identité dans la déclaration d'indépendance ainsi que dans ses lois fondamentales. La population totale du pays est d'environ 8 680 000 habitants, dont 6 484 000 sont juifs, soit 74,4% du total. Parmi eux, 75% sont nés en Israël et plus de la moitié appartiennent à la deuxième génération israélienne. Les Arabes représentent 20,8% de la population, et les autres groupes ethniques 4,4%. Dans le monde entier, on compte environ 14,4 millions de Juifs, et ceux vivant en Israël représentent 43% de cette population mondiale. C'est pourquoi Israël est souvent surnommé « la terre du peuple juif ». Et bien sûr, dans ce pays au riche héritage spirituel et culturel, de nombreuses particularités fascinantes nous attendent. Numéro 13, les précautions avant de visiter la mer Morte. Située à la frontière entre Israël et la Jordanie, la mer Morte est une destination prisée pour ses eaux riches en minéraux aux vertus bienfaisantes. Cependant, certains visiteurs peuvent rencontrer des désagréments s'ils ne prennent pas quelques précautions avant de s'y baigner. En raison de sa forte concentration en sel et en minéraux, l'eau de la mer Morte pénètre rapidement dans la peau. Ainsi, évitez toute action qui pourrait rendre votre peau sensible avant votre visite, comme le rasage, l'épilation ou l'utilisation de produits exfoliants. Sinon, vous risquez de ressentir des picotements ou des démangeaisons désagréables pendant plusieurs jours. Une blogueuse du site Place People Stories a raconté son expérience. Dès qu'elle est entrée dans l'eau, elle a ressenti une sensation de brûlure sur la peau. Elle avait fait l'erreur de se raser la veille, et les petites coupures sur ses jambes se sont mises à la piquer intensément au contact de l'eau salée. Après seulement 10 minutes, elle a dû sortir de l'eau, incapable de supporter la sensation. Cependant, elle a aussi remarqué un effet positif, ses callosités avaient complètement disparu après cette baignade. Autre point important, marcher pieds nus sur les cristaux de sel peut être inconfortable, voire douloureux. Les petits cristaux présents sur la plage peuvent provoquer de légères coupures sous les pieds. Si vous avez la peau sensible, il est donc recommandé de porter des chaussures même dans l'eau. Enfin, prenez garde à ne pas éclabousser ni frotter vos yeux en nageant,
l'eau de la mer morte peut provoquer une irritation intense en cas de contact avec les yeux. Après votre baignade, pensez à bien vous rincer à l'eau douce pour éliminer les résidus de sel sur votre peau. Numéro 12. Adoptez une tenue vestimentaire appropriée. Israël étant une terre sainte du judaïsme, il est essentiel de s'habiller avec modestie et respect dans les lieux publics, en particulier dans les églises et les temples. Dans les zones touristiques, une tenue décontractée est acceptée, mais il est préférable d'éviter les vêtements trop courts ou trop révélateurs. Cependant, dans les lieux sacrés, les t-shirts et shorts au-dessus des genoux ne sont pas recommandés. Cette règle simple est essentielle non seulement en Israël, mais aussi dans de nombreux pays où la tradition religieuse est forte. Une tenue respectueuse témoigne de votre considération pour l'histoire, la culture et la spiritualité du pays, tout en vous évitant d'attirer des regards gênés. Lors de vos visites, il est aussi important de respecter certaines règles comme ne pas toucher les textes sacrés sans autorisation, demander la permission avant de prendre des photos et éviter de marcher devant les personnes en prière. Ces petits gestes garantissent une expérience agréable et respectueuse lors de votre découverte du pays. Numéro 11. Pensez à laisser un pourboire au serveur. J'ai été surpris en apprenant cette information, et je pense qu'il est important que vous la connaissiez. En Israël, les serveurs dans les restaurants et cafés ne reçoivent généralement pas de salaire fixe, ils comptent donc uniquement sur les pourboires des clients. Ainsi, le pourboire est presque une norme dans le secteur des services, notamment dans les restaurants, bars, hôtels et établissements similaires. Bien qu'il n'existe pas de réglementation stricte à ce sujet, il est courant de laisser entre 10 et 15% du montant total de l'addition. Dans certains cas, le service peut être directement inclus dans la note. Si vous êtes satisfait du service, laisser un pourboire est un geste de reconnaissance envers les serveurs. Parfois, vous pouvez donner le pourboire directement au personnel, tandis que dans d'autres cas, vous pouvez le déposer dans la boîte à pourboire située à la caisse. Numéro 10. La loi de la kashrut. Si vous êtes invité à dîner chez une famille israélienne, il est important de prêter attention à chaque geste pendant le repas afin de ne pas froisser vos hôtes. L'une des règles essentielles à connaître est la loi de la kashrut. La kashrut est un ensemble de lois religieuses qui régissent l'alimentation dans la tradition juive. Les aliments conformes à ces règles sont appelés kasher, un terme dérivé de l'hébreu kasher, signifiant approprié ou convenable. Ces lois interdisent la consommation de certains animaux, notamment le porc et les fruits de mer, ainsi que la plupart des insectes, à l'exception de 4 espèces de criquets considérées comme kasher. De plus, l'abattage des volailles doit suivre un rituel précis appelé shechita. Certaines règles concernent également les produits agricoles, influençant leur admissibilité à la consommation. Les principes fondamentaux de la kashrut trouvent leur origine dans les livres du Lévitique et du Deutéronome de la Torah. Toutefois, les détails et leur application pratique ont été développés au fil du temps dans la littérature rabbinique. Bien que la Torah ne précise pas les raisons de ces lois, certaines interprétations y voient des épreuves de discipline et d'obéissance. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces pratiques, elles peuvent sembler complexes et donner lieu à des erreurs involontaires. Numéro 9. Envoyer des lettres à Dieu. Cela peut sembler surprenant, mais alors que beaucoup prient silencieusement, en Israël, des milliers de personnes écrivent chaque jour leurs prières et les envoient sous forme de lettres adressées à Dieu. Ce service, organisé par les autorités israéliennes depuis de nombreuses années, permet d'envoyer des messages qui sont ensuite déposés dans les interstices du mur des Lamentations, à Jérusalem. Ce lieu sacré revêt une importance particulière pour le peuple juif, et y glisser des prières est une tradition profondément respectée. Toutefois, avec le temps, l'accumulation de ces lettres pose un défi logistique. Pour éviter qu'elles ne s'envolent ou ne soient endommagées par la pluie, elles sont régulièrement retirées et placées dans un espace dédié. Cette pratique, bien qu'émouvante et symbolique, représente aussi un effort constant de préservation du caractère sacré de ce lieu emblématique. Numéro 8. Le couvre-chef particulier des hommes juifs. Beaucoup de gens, moi y compris, se sont peut-être déjà demandé comment les hommes juifs parviennent à porter un couvre-chef aussi petit sans qu'il ne tombe. Cela semble assez inhabituel, n'est-ce pas? Ce petit chapeau rond s'appelle une kippa, aussi connu sous le nom de yarmulke. Selon la tradition juive, le sommet de la tête est en contact avec le ciel, une zone considérée comme sacrée qui ne devrait pas être laissée découverte. C'est pourquoi les hommes juifs portent ce couvre-chef en signe de respect envers Dieu. Cette coutume est profondément ancrée dans leur culture et leur spiritualité. Bien que la kippa soit un symbole important, elle peut facilement glisser ou être emportée par le vent, ce qui pousse les fidèles à trouver différentes façons de la fixer.
Certains utilisent des pinces à cheveux discrètes, tandis que d'autres appliquent un léger adhésif à l'intérieur pour la stabiliser. D'autres encore privilégient des modèles conçus avec des matériaux qui adhèrent mieux au cuir chevelu. Aujourd'hui, il existe même des kippas munis d'aimants ou de systèmes innovants pour garantir un maintien optimal. Porter une kippa n'est pas simplement une question de tradition, mais aussi un symbole d'humilité et de dévotion. Peu importe la manière dont elle est fixée, elle reste un élément central de l'identité religieuse et culturelle des hommes juifs. Numéro 7. Évitez de parler de politique. Il est bien connu qu'Israël est un pays où les questions politiques sont sensibles. C'est pourquoi, lors d'un voyage dans ce pays, il est fortement recommandé d'éviter toute discussion sur ce sujet. Dans certains contextes, les normes sociales et les règles culturelles peuvent limiter les discussions politiques dans les lieux publics afin de prévenir les tensions ou les conflits. Israël étant un pays où la situation politique est complexe, exprimer des opinions divergentes de celles des habitants peut entraîner des réactions inattendues. De plus, les suppositions, rumeurs ou spéculations sur la politique, la culture ou la religion peuvent être perçues comme offensantes ou provocatrices et compliquer davantage certaines situations. Par conséquent, pour garantir une expérience de voyage agréable et respectueuse, il est préférable de ne pas aborder ces sujets sensibles en public. Numéro 6, la cérémonie de bar mitzvah. Dans de nombreuses sociétés, l'âge adulte est atteint à 18 ans. Cependant, dans la tradition juive, ce passage se fait lors d'une cérémonie appelée bar mitzvah pour les garçons et bat mitzvah pour les filles. Selon la loi juive, les garçons accèdent à la majorité religieuse à l'âge de 13 ans et les filles à 12 ans. À partir de cet âge, ils sont considérés comme responsables de leurs propres actions et doivent suivre les commandements et les traditions du judaïsme. Avant cela, la responsabilité incombait aux parents, mais après cette cérémonie, les jeunes sont pleinement intégrés à la vie religieuse et communautaire. Traditionnellement, le père exprime sa gratitude envers Dieu, reconnaissant que son enfant est désormais responsable de ses actes. La cérémonie de bar ou bat mitzvah se déroule généralement le premier sabbat suivant l'anniversaire des 13 ans du garçon et des 12 ans de la fille. Elle marque symboliquement le moment où l'enfant prend pleinement conscience de sa foi et s'engage dans la pratique religieuse. Lors de cet événement, les jeunes doivent lire un passage de la Torah et, pour les garçons, porter les téphilins, de petites boîtes contenant des versets sacrés fixés sur le front et le bras à l'aide de lanières de cuir. Après la cérémonie religieuse, une grande célébration est organisée en famille et avec la communauté. Dans certaines traditions juives, un certificat de passage à l'âge adulte est remis aux jeunes. D'autres communautés appellent cette cérémonie bar baraka, signifiant « fils de la bénédiction » en araméen. Par respect pour cette tradition, certaines familles chrétiennes organisent également des cérémonies similaires pour bénir leurs enfants. Cet événement revêt une importance capitale dans la culture juive, bien qu'il soulève parfois des questions sur la perception de l'âge adulte à 12 ou 13 ans. Toutefois, en tant qu'invité, il est essentiel de respecter cette coutume et d'éviter tout commentaire déplacé afin de ne pas offenser la communauté. Numéro 5, les femmes armées dans les rues. Lorsqu'on parle du port d'armes, beaucoup pensent immédiatement aux États-Unis. Pourtant, Israël est un pays où la présence d'armes dans l'espace public est également courante. Il n'est pas rare d'y voir des personnes, y compris de nombreuses jeunes femmes, circuler avec des fusils en bandoulière. En réalité, ces femmes sont presque toutes des militaires en service actif ou des réservistes de l'armée israélienne. Selon les règlements des forces de défense israéliennes, FDI, les soldats, qu'ils soient en service ou en permission, doivent toujours porter leur arme réglementaire. C'est pourquoi il n'est pas inhabituel de voir des jeunes femmes en uniforme ou même en tenue plus décontractée avec leurs fusils. Ce phénomène a suscité l'attention des médias et des réseaux sociaux, où de nombreuses jeunes militaires israéliennes partagent des photos contrastant leur équipement militaire avec des tenues estivales. Cette pratique, loin d'être anodine, s'inscrit dans une stratégie de communication visant à promouvoir l'image moderne et dynamique de l'armée et à attirer davantage de recrues féminines. Aujourd'hui, les femmes représentent environ 34% des effectifs de l'armée régulière et 57% des officiers, avec 92% des postes militaires ouverts aux femmes, un chiffre sans équivalent dans le monde. De 1962 à 2016, les statistiques indiquent que 535 femmes soldats israéliennes ont perdu la vie dans des opérations militaires. Au-delà des apparences, la présence des femmes dans l'armée israélienne illustre un engagement fort en faveur de l'égalité et de la défense nationale. Numéro 4, le calendrier hébraïque. Aujourd'hui, alors que la plupart des pays utilisent le calendrier grégorien, Israël a choisi d'adopter son propre système, le calendrier hébraïque. Ce calendrier est principalement utilisé pour déterminer les fêtes religieuses juives.
Il sert de référence pour fixer les dates des célébrations telles que celles de la Torah, des commémorations, Yarzet, des lectures quotidiennes des psaumes et de nombreuses autres pratiques rituelles. En Israël, le calendrier hébraïque est également le calendrier officiel pour les affaires civiles et constitue un repère important pour les activités agricoles. À l'origine, le peuple juif utilisait exclusivement ce calendrier pour toutes les activités quotidiennes. Toutefois, après la conquête de Jérusalem par Pompée en 63 avant notre ère, il a progressivement été complété par le calendrier civil. Le calendrier hébraïque a évolué au fil du temps. Par exemple, les mois étaient autrefois déterminés par l'observation du premier croissant de lune. De plus, pour que la fête de Pessah se déroule toujours au printemps, un mois supplémentaire était ajouté tous les 2 ou 3 ans, en fonction des cycles naturels et notamment du stade de maturation de l'orge, appelé Aviv. Numéro 3, le seul pays ayant réussi à faire revivre une langue ancienne. Pendant plus de 3000 ans, à travers l'histoire du peuple juif, l'hébreu était une langue essentiellement liturgique, avant de renaître sur la terre d'Israël. Chaque année, les Israéliens célèbrent la journée de la langue hébraïque, qui coïncide avec l'anniversaire d'Eliezer ben Yehuda, considéré comme le père de l'hébreu moderne. La résurrection de l'hébreu est une histoire unique et fascinante dans l'histoire de l'humanité. Cette langue, dont les racines remontent à des millénaires, a été réintroduite après une longue période d'inactivité et est aujourd'hui parlée couramment au XXIe siècle. Il y a 150 ans, l'hébreu n'était pas une langue parlée au quotidien, et il n'était la langue maternelle d'aucun individu. Aujourd'hui, plus de 9 millions de personnes parlent l'hébreu, et pour la majorité d'entre elles, il s'agit de leur langue maternelle. Pendant des siècles, après la dispersion du peuple juif consécutive à la destruction du Second Temple, l'hébreu a continué d'exister à travers les prières et les rituels religieux. Il est également resté une langue écrite, utilisée pour la poésie et les échanges d'intellectuels entre savants, qui rédigeaient en hébreu des ouvrages de droit et de philosophie. Chaque génération était encouragée à apprendre à lire l'hébreu afin de comprendre les textes sacrés et les traditions du judaïsme. Cependant, à cette époque, l'hébreu n'était plus une langue vivante utilisée dans la vie quotidienne ou les interactions courantes. Grâce aux efforts de linguistes, d'écrivains et d'éducateurs, cette langue millénaire a retrouvé sa place dans la société moderne et constitue aujourd'hui un élément central de l'identité israélienne. Numéro 2, le jour de Yom Kippour. Si un jour, vous remarquez que les aéroports, les transports publics, les stations de radio et de télévision en Israël deviennent silencieux et que les rues sont désertes, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un événement inhabituel, mais simplement le peuple israélien qui observe Yom Kippour, le jour du grand pardon dans la tradition juive. Selon la coutume, en ce jour particulier, les routes sont essentiellement réservées aux piétons et aux cyclistes, car l'usage des véhicules motorisés est strictement évité. Beaucoup d'Israéliens non pratiquants transforment cette journée en une véritable fête du vélo, profitant des routes entièrement dégagées de toute circulation automobile. Pour les Juifs traditionnels et orthodoxes, cette journée s'accompagne d'un jeûne et de prières pendant 25 heures, commençant à 17h40 à Jérusalem et 17h55 à Tel Aviv. Les aéroports rouvriront uniquement dans la soirée du 9 octobre, avec les premiers vols d'arrivée prévus à 21h30, et les départs à 23h30. Les postes frontières ferment également peu après-midi et rouvriront à 22h le même jour. De plus, le 8 octobre au coucher du soleil, toutes les stations de radio et de télévision nationales réduisent progressivement le volume de leurs émissions jusqu'à un silence total. Les transports en commun, y compris les bus et les trains, interrompent leur service jusqu'au lendemain soir. Seules 2 lignes de train fonctionneront dans la nuit du 9 octobre, l'une reliant Nahariya à l'aéroport Ben Gourion, et l'autre Beersheba à Tel Aviv. Toutes les autres lignes reprendront leur service le matin du 10 octobre. Dès la soirée du 8 octobre, les routes seront totalement vides de véhicules motorisés. La fête prendra fin à 18h51 à Jérusalem et à 18h53 à Tel Aviv, après quoi la vie reprendra son cours normal. Numéro 1, le mur des lamentations. Pour les Juifs du monde entier, le mur des lamentations, situé dans la ville sainte de Jérusalem, est le site le plus sacré. Construit par le roi Hérode le Grand au 1er siècle avant notre ère, il fait partie de l'esplanade du Temple, érigée près de 3000 ans auparavant sous le règne du roi Salomon. Aujourd'hui, ce site revêt une signification religieuse et historique majeure pour le peuple juif et attire chaque année des millions de pèlerins et de visiteurs venus du monde entier. Pour les Juifs, ce mur n'est pas seulement un vestige du passé, mais aussi un symbole profondément ancré dans leur identité culturelle et spirituelle. Le nom de mur des lamentations vient de la tradition selon laquelle les Juifs viennent y prier et exprimer leurs espoirs pour l'avenir de leur peuple. Selon une coutume ancienne,
toute personne ayant un vœu peut l'écrire sur un petit morceau de papier et l'insérer dans les interstices du mur. Ces prières sont alors confiées à Dieu. Il existe également une règle de respect très stricte, personne n'a le droit de lire ou d'observer les messages laissés par les autres, afin de préserver la dimension spirituelle et intime des prières. Si vous envisagez de visiter ce lieu sacré, il est recommandé de porter une tenue modeste, couvrant les épaules et les genoux. Les hommes doivent prévoir une kippa, petite coiffe traditionnelle en signe de respect. Enfin, n'oubliez pas d'écrire votre vœu avant d'approcher le mur, car selon la croyance, les prières sincères y sont entendues et exaucées. Ainsi, nous avons découvert 15 particularités uniques à Israël. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.